Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Nous allons donc démarrer. Ravi de vous accueillir ce matin à l'occasion du salon All for Customers pour cette seconde journée qui vous amènera à découvrir un grand nombre de solutions dans ces nombreuses allées, solutions, conseils, accompagnement. Ici, vous participez à je ne sais pas comment on appelle ça ici, c'est une keynote ou un témoignage qui sera réalisé par trois de mes camarades. Ce matin, nous parlerons de la réclamation client. Vous avez pu le voir sur le titre, sur vos programmes. La réclamation pour les nuls et pas que. Pour ça, je serai donc accompagné de trois experts que je vous présente sans plus attendre. Vous avez effectivement Peggy Lorenz du pôle expérience client qui nous parlera de son point de vue d'Engie Solutions. Donc on est dans l'acteur B2B de service, un univers assez d'ingénieurs. Vous aurez également à ses côtés Stéphane Bourrier, qui est le patron d'une des BU du groupe UCPA, l'Union des centres de plein air dans l'univers du tourisme. Et pour continuer de diversifier ce plateau, vous aurez également Nathalie Delplace de Crédit Mut, voilà, une société également très discrète. Mais je sais que voilà, tous les acteurs bancaires seront sans doute ravis de voir ce qui se passe à l'intérieur de cette bête banque. Juste avant, une petite vidéo qui nous a été faite par nos amis de Lucilius. Voilà, je vais presque la découvrir avec vous, on l'a eu hier. Elle va vous présenter l'association, puis elle permettra aux derniers arrivants d'arriver pendant ces 2-3 petites minutes de présentation de l'asso. La parole est aux adhérents. On est sérieux sans se prendre au sérieux. Il y a un esprit de solidarité, de partage, se démarquer, d'être attractif, d'être différenciant, d'inviter dans nos conventions notamment des personnes qui n'ont rien à voir avec notre métier. Cette fameuse auberge espagnole dont on parle souvent et dont chacun sait qu'il va pouvoir déposer ou mettre ou récupérer des astuces, des pratiques, des pensées, des réflexions sur un sujet qui est notre sujet commun, qui est la réclamation et plus largement comment satisfaire nos clients et nos collaborateurs. La marque en un mot, c'est inspiration. Le partage. Partage et bienveillance. Un plaisir. Le pro-kiff, c'est-à-dire des pros avec du kiff. Une bulle d'oxygène. La créativité, l'innovation. Pour moi, la marque, c'est une association de bienfaiteurs. Un agitateur d'idées. C'est, au passage, je crois, une des plus belles communautés de pratiques que je connaisse. Et je le confirme, ça a été mon meilleur investissement. Ça coûte pas grand-chose et ça rapporte franchement beaucoup en temps gagné. Une qualité aussi de confronter des avis. Et c'est toujours un moment rafraîchissant pour reprendre contact avec le terrain, tout simplement. On a l'impression que ça résonne comme une équipe de potes. Ce qu'elle m'apporte, c'est justement cette prise de hauteur, ce moment de respiration. Rencontrer mes homologues, rencontrer des pairs et me laisser inspirer. C'est un vrai enrichissement professionnel et personnel. On colle à l'actualité, on est aussi sur des sujets de fond. Ça permet vraiment de se poser des questions, de prendre du recul sur son quotidien. Ça ouvre à beaucoup d'humilité, je trouve, et puis d'ouverture d'esprit vers les autres. C'est une belle association de collectif, de partage et d'échange pour moi. De prendre un grand bol d'air sur mon métier. C'est ma respiration, c'est mon moment à moi, mais dans le collectif. J'amène la marque avec moi dans mes différentes fonctions, dans différentes entreprises. Transformer le pépin en pépite et cette devise de la marque, on essaye de la faire nôtre dans notre organisation. Ça m'ouvre l'esprit à des pratiques, comme on vient de faire maintenant. On réfléchit ensemble et des choses auxquelles je n'aurais pas pensé personnellement. J'y trouve vraiment du bonheur à chaque rencontre, que ce soit les conventions ou les clubs métiers. On peut participer à des groupes de travail, c'est aussi extraordinaire. Chaque fois qu'on va dans les groupes de travail, on ressort avec plein de nouvelles idées et plein de nouvelles opportunités. C'est le meilleur moyen d'échanger, un moment de lâcher prise et d'ouvrir ses chakras. Rejoignez-nous, il y a de plus en plus d'entreprises adhérentes à la marque. Et ça permet aussi de ne pas se sentir trop seul par rapport à des sujets qui sont quand même très structurants dans les entreprises, que sont les réclamations et l'insatisfaction. Viens à la marque et t'apprendras plein de choses et ça va te servir. Participer avec nous à cette belle aventure. Si vous n'êtes pas adhérent de la marque, allez-y, foncez. 1, c'est pas cher. 2, il y a une très bonne ambiance. On a des gens qui sont vraiment des experts de leur métier. Donc venez partager votre quotidien et venez apprendre. Il faut tester et ce sera approuvé. Il faut y aller. Venez essayer parce qu'une fois que vous aurez adhéré à la marque, peut-être que vous aurez beaucoup de mal à en partir. Alors après l'appel du 18 juin, vous avez l'appel du 2 avril, voilà, des adhérents de la marque.
Une fois qu'on a dit ça, on n'a quasiment rien dit. On va arriver maintenant dans le très concret sur l'opérationnel. Pour ça, je vous le disais, nos compatriotes vont pouvoir partager leurs témoignages. Juste 2 petits mots d'abord sur la manière dont nous percevons la réclamation. Au sein de l'association. Je ne sais pas si vous reconnaissez, ça c'est effectivement du ODR. Les impôts, en plus, cette saison, c'est comme les conneries, on finit toujours par les payer. C'est un peu le principe des réclamations également. Les réclamations, quoi qu'il arrive, c'est un peu ce ballon de baudruche dont on a intérêt de pouvoir le dégonfler le plus vite possible. Parce qu'on sait qu'une réclamation, c'est un peu comme un incendie. Si vous vous y prenez très vite, avec 2 petits doigts, vous pouvez éteindre une allumette. Si vous y prenez un petit peu trop tard, vous pouvez faire un énorme feu de garrigue. Et là, c'est plutôt les Canadaires qu'il faut se déplacer. Donc, ce souci, effectivement, de s'attaquer aux réclamations. Pour ça, si on reste sur du ODR, faut pas parler aux cons, ça les instruit. C'est un peu peut-être la même chose à l'égard de nos entreprises. Si on veut que les entreprises, ou plutôt nos clients, ne nous prennent pas pour des cons, c'est de faire en sorte de se rendre accessible, de pouvoir les écouter. Et là aussi, on trouvera des pratiques sur cette accessibilité. Autre chose, alors là, c'est notre ami Blier, toujours ODR, les tontons flingueurs. Voilà, 1 minute d'écart, ça peut se transformer en années de placard. Aujourd'hui, on dirait peut-être d'ailleurs des années de bracelet. Mais voilà, le sujet, c'est dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit. Là aussi, je pense que nos amis nous partageront leurs bonnes pratiques. Et puis, une dernière chose, on le mésestime souvent. Dans la vie, on partage toujours les emmerdes. Et jamais le pognon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, dans l'univers de la réclamation client, on a souvent des succès, mais malheureusement, on communique davantage sur les difficultés, sur les problèmes qu'on rencontre. Voilà, donc de ne pas être égoïste également dans les partages de bonnes pratiques et dans notre capacité à transformer ces petits pépins en pépites. Voilà, pour ça, je vous le disais, 3 adhérents qui témoigneront d'univers très différents. Peggy, tu es dans l'univers effectivement de l'énergie. Tu vas nous parler de ton expérience, ce que tu as pu mettre en place et ce que vous avez pu mettre en place au sein d'Engie dans le traitement de la réclamation et plus largement dans le management et la culture réclamation. Merci Marie-Louis, bonjour à tous. Donc oui, Peggy Lorenz, je suis en charge de l'expérience client dans la filiale Engie Solutions. Alors Engie Solutions, c'est une filiale effectivement exclusivement B2B. On est dans le monde industriel. Nos enjeux, c'est effectivement d'accompagner nos clients dans la décarbonation. Nos clients, c'est des industriels, des institutionnels, des bailleurs, des syndics et toute entreprise, en tout cas avec des systèmes de chauffe et de froid à haute dimension. Donc une forte culture projet. Des enjeux liés à la performance financière ou commerciale et je dirais une maturité sur l'orientation client qui est en devenir. Donc nous, à l'expérience client, moi et toute mon équipe, on est là pour justement dynamiser, accompagner l'ensemble des directions régionales pour éveiller le sens client et éveiller la conscience sur l'expérience client. Les réclamations. Et effectivement, j'ai mis le point de départ, c'est déjà de communier sur c'est quoi la définition d'une réclamation. Ça paraît anodin, mais finalement, c'est vraiment un sujet qu'on anime depuis quelques années et encore aujourd'hui. Il y a 2 personnes dans la salle qui sont des responsables clients Engie Solutions Territoire et au quotidien, Martine et Vanessa ici présentes animent et sensibilisent les équipes sur qu'est-ce qu'est une réclamation. Et je peux vous dire que dans les métiers, notamment d'exploitation et maintenance, faire la nuance entre un dépannage et une réclamation, c'est pas évident. C'est pas évident de se dire que oui, là, je bascule dans l'univers de la réclamation et là, c'est du fonctionnement lambda. Effectivement, j'interviens parce que je dois intervenir, c'est dans le cadre de mes activités. Donc déjà, communier sur la définition de la réclamation, c'est vraiment essentiel. Et en plus, ça nous aide à aller voir les équipes, ça nous aide à dynamiser, à parler du sujet. Et je pense que c'est le must-do de tout lancement de démarche. Si on poursuit, ok, on a parlé de la réclamation, on sait ce que c'est. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On cartographie, on parle des différentes étapes de traitement de la réclamation, ok. Aujourd'hui, vous avez compris, je suis dans une entreprise sur laquelle, effectivement, on n'a pas le sens spontané de parler de la réclamation, de parler du traitement de la réclamation. Donc, on s'est dit qu'on n'allait pas attaquer sur tous les combats. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on trouve des actions simples et rapides à mettre en œuvre. Et quand on a repris le process de traitement des réclamations, ça paraissait assez essentiel de se dire qu'il y avait 2 étapes clés, finalement, qui paraissaient de bon sens. La première, c'est j'accuse réception de la réclamation.
Le client nous envoie des réclamations par plein de canaux différents et vous savez bien qu'aujourd'hui, on a des moyens de communiquer avec nos clients qui sont très larges. Et c'était pas forcément dans nos gènes de se dire il faut qu'on accuse réception au client, qu'on a bien pris en charge sa réclamation. Et depuis 2 ans, on travaille d'arrache-pied pour faire comprendre aux équipes que c'est essentiel, c'est important de dire au client j'ai pris en charge ta réclamation. J'accuse réception de l'information que tu m'as demandée, de la demande que tu m'as faite. Et aujourd'hui, effectivement, c'est un travail qui demande des efforts considérables à mes équipes, notamment sur le terrain. Et on se rend compte que finalement, ça a commencé à porter ses fruits parce que plus de 90% des réclamations ont accusé de réception dans les 48 heures. Et c'est une vraie victoire. Et c'est vraiment lié à l'éveil, en tout cas, des équipes qui a été mené pour justement leur dire mais ça a du sens de au moins avertir ton client que tu l'as pris en charge. Ça, c'est première réussite, je dirais première victoire. Et la deuxième, ça paraît essentiel, mais tu l'avertis aussi que tu as clôturé le traitement, que c'est terminé. Et ça, c'est pareil, ce n'est pas des démarches qui étaient naturelles et engagées dans l'entreprise. Et donc, on a informé les équipes, leur a fait comprendre par la voix du client. Les enquêtes qu'on menait sur les clients étaient assez claires là-dessus. Les clients, ils ne savaient pas où on en était, ils ne savaient surtout pas si ça avait été traité ou pas. Donc, on s'est beaucoup servi de la voix du client pour justement leur dire maintenant, il faut aller informer ton client, informe-le que c'est traité, informe-le que c'est clôturé. Et tu verras qu'au final, il t'en tiendra considération, en tout cas, et il sera d'autant plus satisfait. Et donc, c'est pareil, ces 2 dernières années ont été menées sur ces chemins de bataille. Et aujourd'hui, on a plus de 95% des clients sur lesquels on les informe qu'on a clôturé leur réclamation. Donc, alors certains ont même été plus loin, parce que souvent, c'est des mails automatiques qui partent quand on a traité le sujet dans nos outils de CRM. Mais certaines DR, en fait, appellent les clients en complément pour leur dire « Ok, je fais le point avec vous. Est-ce que tout est bon pour vous? Tout est clair? On vous a expliqué? Et est-ce qu'on est d'accord pour clôturer la réclamation ?» Et je peux vous garantir que les directions régionales qui font ça aujourd'hui, elles ont entre 5 et 10 points de satisfaction sur le traitement des réclamations supplémentaires. Donc, on est en train de déployer ça auprès des autres DR. Ça demande un peu de ressources, bien évidemment, mais les effets sont extrêmement positifs. Donc voilà, déjà c'est les 2 actions simples au demeurant. Je peux vous dire que ça demande beaucoup d'efforts sur le terrain, mais qui aujourd'hui, en tout cas, nous rendent la démarche plus efficace. C'est pas non plus, il faut pas lâcher au quotidien parce que nos habitudes, je dirais, prennent le pas, mais en tout cas aujourd'hui, c'est une vraie victoire, en tout cas des équipes sur le sujet. Troisième chose. C'est-à-dire comment on le fait vivre ensuite dans l'entreprise. Ok, on voit qu'on suit les process, on voit qu'on travaille d'arrache-pied pour faire comprendre ce qu'est une réclamation. Maintenant, comment on fait vivre le sujet, comment on rend dynamique et comment il prend de la place en fait dans l'entreprise. Et vous connaissez très bien, aussi bien que moi, les enjeux qu'on a aujourd'hui sur le monde de l'énergie. Je peux vous dire que c'est pas évident de faire coexister des enjeux clients et expérience client au milieu de tout ça. Et donc, pour nourrir la démarche, alors on a beaucoup de plans de communication interne, mais on en a un qui a particulièrement bien marché, c'est celui de faire parler les collaborateurs. C'est-à-dire depuis 9 mois maintenant, on va faire bientôt notre anniversaire de démarrage d'action, c'est-à-dire c'est les collaborateurs qui valorisent le traitement de la réclamation. Et toutes les semaines, en fait, on met un verbatim collaborateur à l'honneur. Il est affiché dans toutes les agences, sur le siège, dans tous les écrans, en tout cas télé disponibles. Et en fait, c'est eux qui parlent des réclamations. C'est eux qui valorisent pourquoi c'est efficace et pourquoi c'est bénéfique de traiter les réclamations. Et alors, au début, ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple de mobiliser les collaborateurs. Mais au final, c'est hyper efficace. Les gens en parlent, que ce soit pour des boutades, mais en tout cas, ils parlent, ils voient le sujet, il a de la place. Ça, bien sûr, ça valorise les équipes. Et en même temps, effectivement, c'est eux qui le disent. C'est eux qui disent que c'est bien de traiter les réclamations. Donc, ça n'a pas d'égal. L'action à venir, maintenant, on engage un peu des verbatims clients au milieu de tout ça parce que c'est aussi bien de montrer que le client, il est content des effets, en tout cas, de ce qu'on a fait sur les réclamations. Mais je peux vous dire que voilà, les messages collaborateurs, on n'a pas du tout envie que ça s'arrête. Et aujourd'hui, ça fait partie de nos routines et sur lesquelles on va continuer encore longtemps pour nourrir la démarche. Et juste pour clôturer,
En fait, vous avez bien compris, c'est un vrai sujet d'arrache-pied sur lesquels, en tout cas, c'est au quotidien. Le seul message, c'est qu'il ne faut pas lâcher et c'est comme ça que ça peut marcher, c'est comme ça qu'on trouve des idées nouvelles, mais c'est comme ça aussi que le sujet, en tout cas, il a de la place dans l'entreprise. Top. Merci beaucoup, Peggy. Je me permets d'insister sur la définition. Il y a pas mal de questions d'ailleurs auxquelles il te faudra répondre tout à l'heure sur la différence entre la réclamation et le dépannage. Je ne sais pas si c'est des collègues à toi qui m'ont posé la question, mais voilà, le fait de définir, c'est souvent effectivement la première étape dans le management de l'insatisfaction client. Et autre point sur l'aspect traitement, tu dis qu'effectivement c'est difficile, ça requiert du temps et c'est vraiment le cas. C'est donner de la visibilité aux clients. Ça peut paraître toujours très simple de donner de la visibilité sur on a reçu la réclamation, on va la traiter et on l'a clôturée, mais on se rend compte que ça délivre des points de satisfaction extrêmement forts. Merci beaucoup, Peggy. Donc, une entreprise, j'allais dire, qui s'élance sur le sujet avec déjà de belles victoires. Nathalie, j'ai envie de dire, avec le Crédit Mut, entreprise, j'allais dire sociale. Évidemment, c'est pas le cas, mais mutuelle. Vous avez déjà quelques temps d'avance sur ce sujet de la réclamation. Et en tant que grande prêtresse de la réclamation client pour la Confédération, très ravi de recueillir ton témoignage, voilà, notamment peut-être sur des éléments de formation, de culture client, puisque tout cela s'entretient. Bonjour à tous, Nathalie Delplace, donc responsable de la direction réclamation groupe du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, un périmètre de 19 fédérations Crédit Mutuel et 5 banques du CIC. Oui, au Crédit Mutuel, finalement, la culture client, c'est notre ADN, dont on a l'habitude de dire que c'est la stratégie, c'est partagé par tous. Et les valeurs de proximité, les valeurs humaines, c'est ce qui nous mène, c'est ce qui nous fait dire que notre modèle mutualiste est un modèle pertinent parce que c'est un modèle non centralisé, absolument pas centralisé du tout. En fait, finalement, le modèle du Crédit Mutuel est basé... C'est bon. Pour transformer finalement des situations positives en finalement opportunités et surtout le traitement de la réclamation et l'acculturation à la relation client, elle vise essentiellement à renforcer la fidélité et à finalement obtenir la satisfaction des clients, quels que soient finalement les événements de vie. Nous, on a l'habitude de dire que notre client, il achète avant tout un peu du cœur et de la compétence de nos conseillers et que c'est finalement la relation qui est au cœur de tout qui emmène le reste. Quand on définit la réclamation et quand on parle du traitement de la réclamation, on a l'habitude de dire que c'est un acte commercial comme un autre. Finalement, ça s'intègre dans la vie du conseiller. Et nos études clients, tout ce que les enquêtes qu'on fait auprès de nos clients, finalement, nous donnent plein d'enseignements, puisque 90% des clients qui réclament aujourd'hui restent clients. Donc ça veut dire que cet enjeu de fidélité, on le vérifie, on le mesure. Un des éléments forts, c'est que finalement, la réponse apportée aux clients n'est pas la réponse favorable, n'est pas un critère de fidélité. Finalement, les clients, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils attendent de la réactivité, de la prise en compte, de l'écoute, et pas forcément que la réponse soit favorable, que la réponse soit claire, que les explications données soient claires. Comme tu le disais, c'est la clarté, c'est j'ai bien expliqué ce pourquoi je prends ma décision. Mais qu'elle soit favorable ou pas, les clients, c'est pas ça qui est un critère de fidélisation. Alors comment est-ce qu'on fait finalement pour acculturer, on va dire, à la relation client? Alors on n'acculture pas vraiment parce que, je l'ai dit, c'est notre ADN, mais on accompagne le traitement de la réclamation autour de différents axes. La formation. Tout collaborateur en contact avec le client est formé au traitement de la réclamation. Tout nouveau collaborateur entrant est formé au traitement de la réclamation. Tous les nouveaux directeurs, chaque fois qu'un directeur rentre en fonction, donc je passe 3 heures à former à l'école des directeurs sur le traitement de la réclamation. On a vraiment un système où les directeurs d'agence et les directeurs de caisse sont au cœur du traitement de la réclamation. On va dire un peu plus de 80% se traitent vraiment au niveau décentralisé des caisses et des agences. On a un niveau très décentralisé. On a des services relations clients aussi décentralisés, puisqu'il y en a un par région, un dans chaque fédération de crédit mutuel, un dans chaque banque de CIC,
qui accompagne chaque caisse, chaque agence du CIC pour apporter l'aide à la réponse, apporter l'expertise, puisqu'eux sont experts de la réclamation. Et puis tout ça s'accompagne de l'animation, puisqu'on fait des animations sur le terrain, à la demande, collectif, des séminaires sur la réclamation. Je réunis les services relations clients de toutes les régions 2 fois par an pour des séminaires de travail, pour toujours s'améliorer, toujours trouver de nouvelles sources de performance. Évidemment aussi, il y a le pilotage. On a des KPI, on suit... la banque assurance étant fort réglementée évidemment sur le thème de la réclamation, on suit nos délais, mais avant tout on suit des délais moyens de réponse. L'objectif, c'est pas de répondre à des délais réglementaires, c'est d'être le plus rapide possible avec la meilleure réponse possible qui va correspondre au client. Encore une fois, pas forcément pour lui dire oui, mais pour bien lui expliquer pourquoi on lui dit non. Parce que ce qui est important et ce qu'on véhicule, c'est le non, il est possible, mais il faut savoir le dire, il faut savoir expliquer pourquoi. Et c'est encore mieux quand c'est le conseiller ou quand c'est le directeur d'agence qui a les éléments pour expliquer à son client pourquoi on a pris telle décision. On ne veut pas c'est l'informatique, c'est telle et telle structure. On assume la décision de l'entreprise. Et puis un élément essentiel et majeur, c'est l'implication des directions générales. Au plus haut niveau, de notre directeur général et de notre président, mais de nos directeurs généraux des régions. Il y a une implication forte avec des reportings, des comités et pour la partie Crédit Mutuel, le traitement de la réclamation est présenté dans les conseils d'administration à nos administrateurs. Donc c'est vraiment un élément majeur de la relation client. Et on sait que quand la direction générale porte le sujet, ça a forcément un impact aussi par ailleurs. Et puis on a une implication forte de nos utilisateurs, alors qu'ils soient clients d'ailleurs ou qu'ils soient internes, à tous nos projets. Jamais on va refondre ou travailler sur un outil de gestion de la réclamation, puisqu'on a un outil assez puissant avec un workflow qu'on refond cette année. On démarre par des ateliers d'utilisateurs, on démarre par des interviews, et tout le long du projet, on va tester nos idées auprès des utilisateurs. Ce qui est important, c'est qu'eux s'approprient l'outil et pas que nous, on en soit contents. Donc c'est ça qui fait la force de ce qu'on va mettre en place auprès du réseau ou auprès des parcours clients et de l'expérience client, en testant auprès de nos clients l'idée qu'on a eue et de voir si elle est vertueuse. Donc autour de ça, nos enjeux sont finalement assez classiques pour la réclamation. La traçabilité, alors la traçabilité, on a un outil de workflow et un outil. Là où on s'attache, c'est que ce soit rapide et le plus simple possible. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que pour le réseau, ce soit supplémentaire, compliqué, il faut que ce soit intuitif. Voilà. Et puis la réactivité, je l'ai dit, avec un certain nombre d'indicateurs. La qualité des réponses. Alors c'est toujours un sujet quand on laisse entre les mains de 4000 points de vente. Donc vous imaginez, on est 70 000 au niveau du groupe. La rédaction. Donc on travaille à cette qualité et on est en train de tester et on va mettre en place un outil d'accompagnement à partir de l'IA qui va permettre au réseau de formater, d'avoir des propositions de réponse, jamais sans sa validation. Pour nous, l'IA, c'est qu'un accompagnement, c'est qu'un outil d'aide. Et donc, ça va leur permettre de faire de la qualité en termes de réponse. Des outils de performance aussi autour de la mesure de la satisfaction, puisqu'on mesure 8 jours après toutes les réclamations clôturées. On interroge nos clients et on leur demande comment ça s'est passé finalement. Et autour de ça, on fait de l'amélioration continue, c'est-à-dire que tout ce qui est verbatim, alors que ce soit des enquêtes, des baromètres, des réclamations, des avis Google, sont travaillés avec l'aide de l'IA pour en ressortir les axes soit d'amélioration des plans d'action locaux, puisqu'on tient beaucoup à ce que ça revienne dans le réseau pour qu'ils améliorent leur process, soit au niveau du groupe pour améliorer une offre, pour améliorer un parcours, pour améliorer une expérience client.
et la boucle est bouclée puisque finalement c'est un cercle vertueux qui recommence. Très bien, merci beaucoup ma chère Nathalie. Stéphane, tu as du temps, tu as un bon gros quart d'heure pour nous parler de souffle notamment et de connecter réclamation, fidélisation peut-être. À toi la parole. Bonjour à toutes et à tous. Donc j'ai quelques slides à vous présenter et donc comme le chiffre 4 a l'air d'être omniprésent, je vous propose de faire que des présentations avec du chiffre 4. Voilà, c'était un parti pris. Donc Stéphane Bourrier, donc je suis directeur de la filiale d'une des filiales du groupe associatif UCPA qui sont les séjours enfants-adolescents. Donc je m'occupe de vos enfants qui vont partir en vacances, en colo, donc pour 3 marques qui sont les marques UCPA Odyssée, Téligo et Tout Azimut. J'ai mis quelques chiffres mais je ne vais pas tous les détailler. Donc c'est 120 000 enfants qui partent en colo tous les ans dans tous les pays du monde où on peut encore aller. C'est environ 6 000 collaborateurs qu'on recrute tous les ans. Donc des animateurs, animatrices, directeurs, directrices. Donc tous les ans, on renouvelle. Et donc ça a un impact évidemment sur nos valeurs et sur notre culture. C'est 250 destinations, donc comme je disais, en France et à l'international. Sédentaires, nomades, sur du sport, sur des thématiques. Voilà, si vous voulez faire 80 activités sportives, si vous voulez découvrir les robots, si vous voulez découvrir les animaux, si vous voulez aller dans l'espace, etc. On fait tout. Voilà. Et puis donc le chiffre d'affaires, juste pour indication. Alors je vais faire 3 zooms. Un zoom sur la culture, un zoom sur les grilles de compensation, les dédommagements, et puis une slide sur le complete model ou le ROI de la réclamation. Voilà, donc c'est souvent les questions qu'on me pose, donc je voulais les aborder et avec vous. Sur la culture, alors la culture chez nous c'est l'aventure. Le service réclamation a été créé il y a 25 ans. Et au tout départ, les réclamations étaient traitées dans les villages vacances. Donc c'était nos directeurs, nos équipes qui traitaient les réclamations. Or il est traité partiellement, mal traité, voire pas traité du tout. Donc l'UCPA fait le choix de centraliser l'ensemble des réclamations dans un seul et même service. Et donc ce service était rattaché à la direction générale quand il a été créé. Et donc ça y est, l'œil de Moscou arrive et donc là commence un peu la défiance vis-à-vis de ce service réclamation. Donc il a fallu créer la confiance. Bon, pour créer la confiance, il a fallu qu'on se présente évidemment, mais aussi qu'on soit dans une posture où on ne va pas juger. On ne va pas juger l'autre. Ok, il y a des dysfonctionnements qui arrivent, il y a des pépins qui sont présents, mais nous en tant que service réclamation, on ne va pas vous juger. On est là pour écouter, avoir les arguments et pouvoir répondre aux clients et prendre une position. Voilà. Donc la posture de jugement, de non-jugement était hyper importante et de créer une relation de partenariat. Voilà, un partenariat interne. On est là ensemble, on travaille ensemble pour servir le client. Donc ça, c'était un postulat de départ qui était hyper important pour se faire accepter et pour que nos équipes puissent nous fournir des éléments de réponse pour pouvoir revenir vers le client. Le deuxième point, c'est d'être au service de celui qui sert. Donc effectivement, dans tous nos villages, nos colos, donc nos équipes sont là pour faire passer des bons moments, l'activité sportive, la restauration, l'hébergement, etc. Donc eux, ils sont en front client. Donc dès qu'il y a une réclamation, on leur dit « Ok, c'est plus vous, c'est le service réclamation qui va le prendre en charge. Et on va être là en soutien, en accompagnement. » Si un pépin, si par exemple un client est mécontent durant la semaine et que vous n'arrivez pas à gérer, on peut venir en médiation. Si un client qui se blesse, qui rentre chez lui, on peut continuer à l'accompagner a posteriori pour créer ce lien. Voilà, donc on arrive en soutien, on est en partenariat. Quand on monte un service client, un service réclamation, il faut occuper le terrain. Parce que souvent, la réclamation, ça véhicule quelque chose de négatif. Et donc, on n'aime pas ça, entendre que du négatif. Donc, il faut quand même occuper le terrain pour se faire connaître, pour rappeler qu'il y a des process, qu'il y a des délais de réponse. On compte sur vous pour nous apporter les réponses parce que sinon, on va mettre beaucoup de temps pour répondre à nos clients. Il faut être présent dans tous les séminaires. Il faut essayer de produire des tableaux de bord. Alors, quand on produit un tableau de bord, éviter de mettre que des éléments autour de la réclamation. Essayez de mettre aussi des choses positives dans le tableau de bord, parce que sinon, à un moment donné, les gens, ils lisent plus. Voilà. Donc, c'est occuper le terrain, c'est aussi faire des bilans avec les services internes. Par exemple, avec la DRH, la direction financière. Souvent, ce sont des directions qui sont un peu loin du client, mais pas tant que ça. Un exemple, la DRH, si elle produit un mauvais contrat où elle ne paye pas le salarié en temps et en heure, forcément, celui-ci va être perturbé et quand il va être face au client,
il va être un peu moins disponible dans sa tête. Donc toutes les directions sont finalement impliquées. Donc notre service réclamation doit être là pour aussi sensibiliser toutes les directions en interne. Et puis ce qu'on fait rarement, on sollicite beaucoup les villages, les services support pour avoir des éléments de réponse, mais souvent on ne leur fait pas un retour. On ne dit pas ce qu'on a écrit, ce qu'on a fait, ce qu'on a fait comme geste, etc. Donc là, je préconise de faire des retours à ces services ou ces directions pour leur dire, voilà, vous avez eu ces réclamations, voilà ce qu'on a fait. Voilà. Et en faisant ça, on va davantage les impliquer. Donc ça, pour moi, c'est plutôt une bonne pratique. Sur la partie de dédommagement, on me pose souvent la question, est-ce que vous avez des grilles de compensation ? Non. À l'UCPA, on a essayé de faire ça, j'ai essayé de faire ça, donc d'avoir un critère, un geste ou pas, etc. Donc quand on reçoit une réclamation, c'est souvent multicritères. Donc quand on additionne les gestes que j'avais prévus, etc., finalement on trouvait des trucs un peu déconnants. Donc du coup, on n'est pas dans une grille. Je vous ai plutôt représenté, alors j'ai essayé de faire 4 étapes de décision pour amener à la réponse. Là, j'aurais dû changer de lunettes, je ne vois pas trop bien. Mais la première étape, c'est l'enquête. Donc, sur chaque réclamation, quel que soit le canal d'entrée, on fait une enquête. Voilà. L'enquête, on va vers les villages, les sites de vacances, les directeurs de colo, etc., ou on va vers les services support, donc on leur demande des éléments de réponse. Voilà, ils doivent nous apporter ces éléments. Après, on a l'analyse. L'analyse, elle se fait via les autres retours de satisfaction des clients. Donc le client il n'est pas content de la nourriture, on regarde si les autres clients, eux aussi, ils ne sont pas contents ou si c'est un phénomène isolé. Ce n'est pas pour ça qu'on ne va pas bien le traiter, mais on regarde quand même le contexte dans lequel a vécu le client. On regarde évidemment son historique aussi. On s'appuie sur des expertises internes, donc soit les expertises sportives, si c'est un pépin durant une activité sportive, mais aussi la restauration. On a des référents restauration, référents hospitality. J'ai un référent sanitaire, donc j'ai un médecin avec moi aussi si il y a quelque chose de particulier. Et pour la première fois, là, je recrute un référent santé mentale, puisque c'est quelque chose qui est hyper important. Quand on accueille les jeunes, ils viennent aussi avec leurs problèmes en colo, et donc parfois, on a besoin de soutien psy, etc. Donc là, je recrute un référent en santé mentale. Donc avec ces analyses-là, tous ces éléments d'entrée, on va pouvoir décider. Et quand on va décider d'un geste, le service réclamation va avoir avec lui le poids et le prix des prestations. Voilà, sur une colo, il y a différentes prestations et donc on a le prix et le poids. Et donc, si on doit faire un geste, on va s'appuyer sur ce camembert qui répartit ces fameux prix des prestations qui vont nous aider à déclencher un montant de geste. Souvent et régulièrement, c'est un échange en interne du service réclamation. Voilà, qu'est-ce que tu en penses sur cette réclamation? Qu'est-ce que tu ferais? Voilà, donc il y a souvent ces échanges-là pour prendre une position. Ça, c'est important. Et puis, parfois aussi, on s'appuie sur le service juridique. Le lien avec le service juridique est assez fondamental, puisque parfois, il y a des réclamations un peu touchy et le poids des mots est important. Par exemple, je ne vais pas présenter mes excuses dans un courrier, mais je vais regretter. Voilà, l'excuse peut être une reconnaissance d'erreur, donc je vais parfois éviter de le faire dans certains courriers un peu délicats. Donc le poids du service juridique est intéressant. Ce n'est pas le service juridique qui répond, évidemment, c'est la relation client, la réclamation qui va faire cette réponse. Donc avec ces éléments-là, on va décider, on va expliquer notre position. On ne va pas la justifier, on va l'expliquer. Donc on explique la position, puis on va faire un geste ou pas. Et le client, il sera content ou pas de la réponse qu'on aura faite. Et les dernières slides, là, qui est un peu plus compliqué à lire, et j'ai mis quelques chiffres, j'en suis désolé, c'est le complete model. Donc souvent, on dit que nos dirigeants peuvent dire, voilà, le service réclamation, c'est un centre de coût, vous rapportez rien. Donc là, je me bats pour dire que c'est un centre de profit. Et pour essayer de valoriser ce postulat, il y a un outil qui a été développé par Daniel Rey, je ne sais pas si vous connaissez, qui est chercheur et universitaire, et donc qui a mis en place ce complete model. Ça vise surtout à valoriser et à voir si, après le traitement d'une réclamation, le client y revient ou pas. Et donc, là, je vous ai fait un schéma. Alors, retenez pas tout. Je vous ai mis 4 enseignements que je tire de ce complete model. Mais si on part de la gauche, voilà, vous avez un nombre de clients, d'enfants qui sont partis. Donc,
la plupart sont satisfaits. On a autour de 93% de parents qui sont globalement satisfaits, mais on a toujours des mécontents. Et ces mécontents, soit ils réclament directement, c'est la ligne rouge, donc ils reviennent vers nous, ils réclament, etc. Soit on va les choper dans les enquêtes de satisfaction. Donc dans les enquêtes de satisfaction, on va regarder ceux qui sont très mécontents ou ceux qui ont mis un NPS en dessous de 4, entre 0 et 4. Donc ceux-là, on va les transformer en réclamation, on va les introduire dans le processus de réclamation. Et ensuite, il y a l'anticipation. L'anticipation, c'est tous ceux qui sont sur le terrain qui nous disent « Ah là, on a fait beaucoup d'efforts, mais ce client-là, sans doute, il va réclamer. Donc, il faut faire quelque chose. » Donc, vous avez ces 3 points-là. Si je reprends juste pour essayer de comprendre le schéma, donc, si on prend la partie réclamation directement, donc il réclame, et on va faire une réponse. Donc, dans 42%, on fait un geste, on fait un avoir, un bon à valoir qui est valable 24 mois. On fait un remboursement que dans 13% des cas et sans dédommagement, on fait 49% de réponses sans dédommagement. Donc le geste, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. On ne fait pas forcément un geste. Une réclamation égale un geste. Non, ce n'est pas le cas. Certains ont fait ça. Au bout d'un moment, il y a même ceux qui n'ont même pas de réclamation, ils vont réclamer pour avoir un geste. Donc on n'est pas rentré dans cette spirale. Et ensuite, si je continue les lignes rouges, vous avez en face le ROI. Donc, est-ce que après une réclamation, si on a fait un geste, avoir remboursement ou dédommagement, est-ce que le client repart? Donc, on voit par exemple sur la partie avoir, dans 51% des cas, des clients qui ont eu un avoir, ils repartent à l'UCPA. Voilà. Donc ça, c'est comme ça qu'il faut le lire. Et si je vous fais juste, vous avez dû faire des photos, comme ça vous pourrez relire ça calmement à la maison. Donc les 4 enseignements que j'en retire, c'est la première chose, c'est traiter la réclamation au minimum. Vous avez un taux de rachat chez UCPA de 37%, au minimum. Le fait de répondre à un client, même si vous ne faites pas de geste, il va se réengager après. Donc ça, c'est vraiment l'enseignement numéro 1 qui montre l'importance d'un service réclamation. Si vous faites un avoir, dans notre cas, on voit qu'on engage le client. On va réengager le client plus qu'un remboursement ou sans geste. Donc ça, l'avoir qui est valable 24 mois, ça laisse du temps aussi à la consommation de l'avoir. Il est cessible et on peut même le prolonger s'il nous le demande. L'idée, c'est que l'avoir soit utilisé au final. Le troisième enseignement, c'est que souvent, les clients ils remplissent des enquêtes. Ils ne s'attendent pas à ce que, quand ils mettent un commentaire négatif ou une note négative dans l'enquête, ils ne s'attendent pas à être recontactés. Et donc là, ce qu'on fait, c'est que, effectivement, donc notre chargé d'études dit « Ah voilà, là, ce client-là, il vous a mis très insatisfait, donc il faut faire quelque chose. » Et donc là, on va faire un appel sortant. On va recontacter le client qui a mis cette note-là. Donc on crée la surprise. Il ne s'attend pas à ce qu'on le recontacte. Et donc du coup, on est dans une relation un peu différente que quand il revient vers nous directement pour réclamer. Et souvent, la relation est beaucoup plus fluide et donc ça permet aussi de mesurer des attentes un peu implicites. Et en fait, ce qui marche le mieux dans les résultats chez UCPA, c'est quand on est proactif. C'est-à-dire que quand un directeur ou une directrice nous dit « Ah, ce client il est mécontent, ou cette cliente est mécontente, elle va réclamer », quand on est proactif, c'est-à-dire quand on revient vers cette personne avant qu'elle ait réclamé, et en plus si on fait un geste, on voit que ça c'est le plus efficace. 81% des clients reviennent suite à cette action. Donc ce sont des éléments qui mettent en évidence que le service réclamation c'est vraiment un centre de profit et qu'il faut vraiment investir dedans pour retenir nos clients. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous apporter. Merci beaucoup Stéphane pour ce partage. Il y a des questions là, qui ont commencé à tomber. Peut-être qu'on va voir réapparaître le numéro de téléphone sur lequel vous pouvez poser vos questions. Je vais reprendre la question qui t'était posée tout à l'heure, Peggy, concernant la définition de la réclamation et peut-être la différence avec le dépannage. Je ne sais pas si tu as eu le temps de réviser depuis 10 minutes. Alors, quelle serait ta définition ? Non, mais en plus, c'est moi qui l'avais limite lancé. Donc, oui, la différence entre une réclamation et un dépannage, c'est pas évident et ça a été toute notre difficulté parce qu'un dépannage, ça fait partie de notre cœur de métier. Un de nos clients qui a un problème sur son chauffage ou sa climatisation, c'est notre cœur de métier d'aller le réparer. Malgré tout, un client, ça fait 2 ou 3 fois qu'il a le même problème. On tarde à venir. Enfin, c'est cette nuance
qu'on explique aujourd'hui aux collaborateurs entre j'ai un dysfonctionnement, j'ai un problème technique et j'ai un mécontentement client. Et c'est ça la nuance et c'est ça qui fait le cœur de notre définition de la réclamation et qui engage effectivement un traitement et une traçabilité différente entre une action contractuelle, je dirais, une prestation élémentaire et une réclamation. Tu faisais le malin, Stéphane, mais est-ce qu'il y a une définition au niveau de l'UCPA? Et si oui, comment elle s'est définie, voire comment elle a pu évoluer? Parce qu'on dit souvent que la réclamation également est liée à la maturité de l'entreprise. Je suis mature, ça va. Du coup, oui, on a une définition. En fait, donc on distingue la réclamation d'une demande, par exemple. Un client qui souhaite annuler un séjour, c'est une demande. Un client qui n'est pas content des pénalités qu'on veut lui appliquer parce qu'il a annulé, ça, c'est une réclamation. Donc quand on fait ça, ok, c'est facile, mais derrière, c'est pas forcément les mêmes process, c'est pas les mêmes personnes qui vont gérer en fonction de la nature de cette demande ou de cette réclamation. Donc ça, c'est important. Et après, dans les réclamations, on a une définition un peu que j'illustre toujours avec des réclamations qui sont, on va dire, très objectives. OK, il y a 5 séances de kite qui étaient prévues, on n'en a fait que 4. OK, il manque une séance, donc il n'y a peut-être pas eu de vent, trop de vent, d'autres raisons, ou le moniteur était absent, donc OK, on l'explique. Ou il y a des réclamations très subjectives. C'était dégueulasse, on n'a pas aimé, l'hôtesse a été pas sympa, etc. Donc il y a des choses très subjectives qu'on essaie d'objectiver à travers les retours clients. Donc on définit un petit peu ces natures de réclamation et en fonction de cette nature, on a des outils qui nous permettent d'essayer d'objectiver un maximum la réclamation pour faire une réponse adaptée. Il y a peut-être une définition qui passe par la CPR concernant voilà. nos amis banquiers. Nous, on est fort réglementé, donc le législateur s'est chargé de nous faire une définition. Donc, c'était un peu plus simple, même si c'est simple dans les mots. Où la CPR nous donne une définition. Effectivement, c'est le mécontentement du client. Et il nous donne effectivement la logique. Une réclamation, ce n'est pas une demande. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit parce que vraiment, l'appropriation de la définition, c'est ce qui est le plus complexe pour un conseiller ou pour... c'est de se dire en face du client. Parce que le client, il réclame toujours, même s'il fait une demande. Lui, à la base, il vient réclamer quelque chose. C'est toute l'analyse subjective du conseiller qui va traduire ça en mécontentement et donc le rentrer dans le circuit de la réclamation. C'est assez clair aujourd'hui et on donne la possibilité dans nos outils de transformer une réclamation en demande quand on estime que c'est une demande pour éviter justement de se retrouver avec des réclamations qui n'en sont pas. Et certaines demandes sont transformées en réclamation quand c'est nécessaire. C'est assez clair aujourd'hui, même si ça suscite toujours des questions. Est-ce que le client est mécontent ou est-ce qu'il est juste... c'est une forme. Mais on a une définition très carrée. Okay. Garde le micro. Une question t'est posée concernant l'intelligence artificielle et les réclamations. Est-ce qu'il y a des choses dont tu peux nous parler ? Au Crédit Mutuel, on a, depuis 2015, on travaille sur l'IA et sur des solutions cognitives internes, puisqu'on a construit notre intelligence artificielle complètement internalisée. Donc nos premières expériences ont été sur des assistants virtuels pour nos réseaux, pour aller répondre à leurs questionnements sur des procédures. Et là, maintenant, on arrive à des applications plus personnalisées, dont les réclamations. Puisqu'on traite aujourd'hui, on teste aujourd'hui la réponse, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très simple. C'est je rentre ma réclamation, je lui donne des consignes. Alors je lui dis, je ne souhaite pas rembourser ce client pour telle raison. Mon argument est ça. Merci d'excuser. Et l'IA nous propose un texte, une réclamation avec tout ce qui va bien, les voies de recours, tout ce qu'on est obligé de mettre derrière. Pour que le réseau, parce qu'on s'est aperçu finalement que le réseau, c'est un peu la difficulté, c'est la page blanche. C'est comment je commence à répondre à une réclamation, par quoi je commence. Et ça leur donne finalement une trace. Par contre, il peut évidemment la modifier, ajouter des commentaires, mettre des éléments plus contextuels, etc. Mais ça donne une première image et c'est surtout... on est tous confrontés à ça, sans faute d'orthographe et avec des tournures de phrases qui vont être compréhensibles par nos clients, avec des formules de politesse qui vont bien. Donc c'est un élément important. Nous, on dit que la forme sert le fond. Et c'est extrêmement vrai. C'est-à-dire que la forme est extrêmement importante et un client peut revenir parce que vraiment, on lui a mal écrit.
Donc voilà, donc l'IA on l'utilise là et on l'utilise maintenant pour les avis, puisque sur les avis Google on a des propositions de réponse. Alors toujours avec une validation humaine, c'est-à-dire jamais l'IA ne discute directement avec les clients. C'est vraiment une aide, un accompagnement. Donc, et on continue de développer ces accompagnements qui vont permettre d'améliorer entre autres la qualité. Tu peux répondre sur d'autres questions également qui nous ont été posées. Pourriez-vous nous dire le nombre de réclamations par rapport au nombre de clients et l'évolution sur les 5 dernières années? Est-ce que les réclamations, le pourcentage, c'est une question peut-être pour vous trois en termes de tendance, est-ce que les clients ont tendance à davantage réclamer, peut-être moins réclamer, pareil, et puis éventuellement, quel pourcentage de réclamants dans vos maisons? Au niveau Crédit Mutuel Alliance Fédérale, donc de nos crédits mutuels et de nos CIC, on a à peu près 40 000 réclamations par an, ce qui est très peu puisqu'on a 14 millions de clients sur l'échelle France, dont des particuliers, d'entreprises, des pros. L'évolution, elle est c'est assez stable. On est assez stable dans le volume. Nous, on a l'habitude de regarder un ratio assez neutre pour pouvoir regarder. On regarde le ratio pour 1000 clients et on se situe à 2,58 pour 1000 clients. On se dit que si on est à 3,5 pour 1000 clients, c'est que voilà, on est plutôt dans quelque chose de normal. Et aujourd'hui, on est autour des 2,58, donc ça nous conforte, mais c'est pas une évolution forte. Alors, ça va peut-être parler à certains d'entre vous, j'espère pas d'ailleurs. On a des fortes hausses sur des thématiques par contre. Évidemment, la fraude est une thématique qui prend beaucoup de place. Et les assurances au titre des sinistres et des indemnisations, qui est contextuel. Vous voyez tous ce qui se passe sur le réchauffement climatique et sur les éléments. Donc forcément, il y a des thématiques qui vont prendre plus de place, qui vont augmenter, mais globalement, la masse globale n'augmente pas. Bon tu découvriras la question quand je te la poserai, Peggy. Dans des métiers d'expertise, avoir un service réclamation peut parfois être perçu comme un aveu de faiblesse. Pardon, hop, ça a bougé. Bon, en attendant, je vais parler du ratio de réclamation UCPA. Comme ça, voilà. Oui, vas-y. De relire ta question. Donc, à l'UCPA, il n'y a pas d'évolution vraiment dans les indicateurs. On est autour des 1,5% de clients réclamants. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est... Enfin, ce qu'on ne sait pas. On arrive à mesurer quand même ceux qui ne réclament pas mais qui sont mécontents. Ce que j'appelle moi les passifs flingueurs, c'est tous ceux qui vivent une expérience négative et qui ne vont jamais l'exprimer directement à l'entreprise, à l'UCPA, etc. Donc quand même, on a quand même une partie qui ne revient pas vers nous. L'objectif, c'est quand même d'aller les capter, d'aller les chercher pour essayer d'avoir au moins un minimum d'échanges avec eux. Voilà, c'est autour des 1,5. Depuis que j'ai les indicateurs, finalement, je n'ai pas de grosses évolutions. Il peut y avoir des phénomènes conjoncturels, climatiques, des guerres, des rapatriements spécifiques, etc., qui peuvent engendrer quelques réclamations. Mais en moyenne, on reste toujours sur un taux stable. Et effectivement, paradoxalement, certaines fois, de ne pas avoir de réclamation est un mauvais signe. Ça signifie que vos clients insatisfaits ont tellement peu confiance en vous, sont tellement déçus, finalement, qu'ils ne vont pas perdre le temps d'apporter une réclamation, car ils sont sûrs qu'ils n'auront soit pas de réponse adaptée. Voilà, la question avait fui la tablette pour retrouver le slide. Donc, dans des métiers d'expertise, avoir un service réclamation peut parfois être perçu comme un aveu de faiblesse. Comment convaincre une organisation du contraire et d'oser la création d'un service fidélisation? Alors oui, je suis totalement d'accord. Par les réclamations, c'est pas le sujet qui est le plus glorifiant quand on va voir les équipes. Et clairement, elles n'ont pas du tout envie qu'on vienne les chercher sur le sujet. Du coup, ce que je vous disais tout à l'heure, faire parler des collaborateurs qui justement, eux, pensent que c'est une vraie vertu de traiter les réclamations, c'est un peu le contre-pied qu'on a trouvé pour essayer de valoriser le sujet. Mais sinon, traiter les réclamations, c'est évidemment un sujet qui casse les pieds à tout le monde et sur lequel, c'est l'axe, en tout cas, d'échange sur le sujet est pas le plus évident. Mais encore une fois, faire parler les collaborateurs, valoriser ce qui fonctionne bien, valoriser les effets, et tu le disais tout à l'heure, par rapport à l'effet positif sur la fidélisation, ça marche excellemment bien. Et aujourd'hui, les clients, on mesure aussi les clients qui sont satisfaits du traitement de leur réclamation. C'est ceux qui sont les plus réengagés sur les renouvellements de leur contrat. Donc on est sur des contrats qui peuvent être sur 3 à 5 ans, voire d'autres à 25 ans. Je peux vous dire qu'on est ravis de bien traiter leurs réclamations pour qu'ensuite ils renouvellent leur contrat sur des durées longues. Donc voilà, c'est notre meilleure manière, en tout cas, c'est de valoriser les effets positifs. En fait, il y a tellement de questions qu'il faudra que tu répondes à une autre question, Stéphane. Je viens de la poser.
Sur l'écran service client, centre de profit, comment être certain que c'est la réponse apportée par le service client qui est la raison du retour du client? Sans réponse du client, ne revient-il jamais? Point d'interrogation. Je pense que le complaint model là-dessus... C'est sûr que c'est souvent assez multicritère, hein, mais on voit quand même quand on répond pas, on répond à 100% des réclamations, mais quand on interroge le client après avoir, comme tu le fais toi Nathalie, on interroge le client après sa réclamation, on voit quand même que c'est un facteur qui est déclencheur de rachat. Après, voilà, ça peut être multicritère, effectivement. Ça, j'arrive pas vraiment à le mesurer complètement, mais moi, le client, il nous dit quand même que, si on n'était pas revenu vers lui après réclamation, donc ça, c'est sûr qu'il nous aurait zappé. Il y a de la concurrence, puisqu'on est 1900 organisateurs de colos en France. Voilà, donc il y a un choix. Donc on voit que on mesure aussi le taux de fidélisation des clients post-réclamation. On voit que ça a un effet, évidemment. Et ça là-dessus, je vous invite, pour la personne qui aurait posé la question, à aller sur YouTube, vous faites Complaint Model plus sa marque plus Daniel Ray, et vous avez la présentation du Complaint Model qui tourne autour de 3 questions. C'est avez-vous vécu une insatisfaction, par exemple, au cours de votre séjour? Avez-vous réclamé? Avez-vous une réponse? Et quelle a été la satisfaction? Et sur la base de ces 4 questions, vous avez comme un espèce de petit arbre de décision et avec des impacts que vous pouvez mesurer en fonction de la satisfaction. Dans le questionnaire qu'on pose post-réclamation, on demande au client s'il est prêt, après sa réclamation, à racheter chez nous. Donc là, il y a une intention de déclaration qui est presque au même niveau que post-séjour d'un client qui n'a pas réclamé. Donc entre la déclaration, l'intention et la réalité, il y a toujours un petit écart. Mais on voit que, voilà, on pose quand même cette question. Après la réclamation, est-ce que vous décidez de racheter? On est autour des 70% de clients qui disent oui. Alors, du coup, une question qui va s'afficher sera peut-être plus facile à comprendre. Alors, on dit que la nouvelle génération s'organise en tribus et est plus demandeuse. Comment répond-on à cette clientèle plus segmentée du point de vue des réclamations? Merci de nos copains de Veolia. Par rapport à la nouvelle génération, est-ce qu'il y a des nouveaux types de réclamations que vous voyez poindre? Non, peut-être pas à ce jour. Enfin, dans notre domaine, non, parce que nous, l'essentiel des réclamants, ils ont entre 40 et 80 ans, donc on a plutôt une faible proportion de nouvelles générations qui réclament. Ils sont aussi dans la partie des plutôt satisfaits. Alors, nos études montrent quand même que les réclamants identifiés, en tous les cas, sont surtout ceux qui ont du patrimoine, des avoirs, les moyens de finalement porter la réclamation, ou des gens en très forte difficulté et très grande difficulté. Donc on n'a pas en tous les cas cette nouvelle génération qui serait plus demandeuse. Alors elle est peut-être plus demandeuse, mais plus réclamante, pas forcément. Garde le micro peut-être, Nathalie. Une question concernant les animations. Quelles sont les animations utilisées pour animer le traitement des réclamations? Tu l'as évoqué tout à l'heure, je crois qu'il y a des webinaires notamment, mais pas que. Alors il y a des webinaires, il y a des podcasts, on fait des ateliers pratico-pratiques sur la réclamation, où on pose un certain nombre d'irritants et comment est-ce qu'on peut être amené à y répondre. On fait des ateliers beaucoup plus orientés sur nos outils pour aussi finalement essayer de faire en sorte de s'approprier. En moyenne, une agence sur une année a 6,8 réclamations. Donc c'est dire que ce n'est pas quelque chose qu'on va rencontrer tous les jours, dont notre enjeu c'est finalement, à travers quelque chose que je ne rencontre pas tous les jours, comment je peux m'approprier une méthodologie, m'approprier des réglementations, puisque c'est quand même fort important sur les délais. Et donc finalement, on s'est rendu compte que c'est le terrain. Donc c'est d'aller au devant d'eux. Voilà. Moi, je fais beaucoup d'animations avec des quiz, avec des choses qui sont ludiques. Il faut rendre la réclamation, tu le disais, ludique, positive. Moi, je démarre toujours par dire qu'on a 87% de clients satisfaits et qu'on a un NPS très haut. On est premier de la relation bancaire, la relation client au niveau des banques, et que c'est ça qui porte finalement notre fierté, et que notre fierté, du coup, on peut aussi la porter de la même manière pour traiter les réclamations. Donc
voilà, les animations sont toujours tournées autour de ça et finalement de quelque chose de très pratico-pratique. Donc soit en présentiel, soit en distanciel. Tout ce qui est fait avec les nouveaux directeurs, c'est en présentiel pendant 3 heures avec des ateliers. Donc, mais il faut aller vraiment au contact du terrain parce que si on reste un peu en haut, ça ne fonctionne pas. Mais là, on va revenir chez Peggy. Pour Engie, comment faites-vous pour assurer la qualité des réponses, alliant le traitement des réclamations décentralisé? Alors oui, effectivement, c'est ce que je sous-entendais tout à l'heure. J'ai la chance en tout cas d'avoir une équipe qui est aussi décentralisée avec des responsables expérience client locales et c'est elle qui accompagne les équipes au quotidien sur le terrain avec, tu disais, des ateliers et clairement c'est la meilleure manière, c'est-à-dire tu remets en situation les équipes et tu leur montres comment on introduit un courrier, comment on parle à un client et comment on apporte la réponse d'une manière, en tout cas avec la considération client nécessaire pour que il entende, que ce soit clair et effectivement que tu mettes les règles de base de la relation client. Mais effectivement, il n'y a pas de secret, de recette miracle, mais c'est s'appuyer sur les basiques et effectivement intégrer les collaborateurs, les former, les mobiliser, les sensibiliser sur le sujet encore et encore. Je pense qu'il faut valoriser en fait les personnes qui traitent de la réclamation. Moi, j'ai 24 services relations clients qui vivent très bien de gérer la réclamation et qui sont valorisés au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que ce n'est pas une activité à côté, ce n'est pas des gens qui ne font pas partie de l'entreprise et qui font un travail qui n'est pas intéressant. La valorisation des individus qui traitent de la réclamation, c'est très important humainement de dire que ce sont des gens qui apportent, qui contribuent à la fidélisation, qui contribuent au PNB de l'entreprise, qui contribuent. Et le mot de valorisation et de reconnaissance est quand même essentiel dans ce métier. Ça me rappelle Maria Flamand qui nous disait il y a quelques années, responsable de la voix du client pour Leroy Merlin, au service réclamation, je prends les meilleurs parce qu'il me faut les meilleurs pour gérer les situations les plus difficiles. Et ça sera peut-être la dernière question, il en faudra une, et ça sera peut-être pour vous tous. Stéphane, si tu veux démarrer. Calculez-vous un taux de satisfaction sur client réclamant? Et si oui, quelle est la cible? Déjà, la première question peut-être nous suffira, c'est est-ce qu'on mesure la satisfaction? Et si oui, comment? Ça, c'est clair qu'on mesure, depuis très longtemps d'ailleurs, on mesure cette satisfaction. Donc là, il y a un petit truc à faire avant, c'est qu'il faut bien prévenir les collaborateurs que les retours ne vont pas être les mêmes que post-séjour. Donc il y a une petite préparation psychologique parce que ça décoiffe un peu au départ quand on met l'enquête en place et qu'on pose des questions, est-ce qu'on a bien répondu à l'oral, à l'écrit, est-ce qu'on a apporté une solution, les délais, etc. Donc ça peut un peu décoiffer. Mais ce qui est important, c'est de regarder les écarts tous les ans et les évolutions et les plans d'action. On s'est rendu compte à l'UCPA quand on a mené l'enquête, c'était la première enquête, et j'avais benchmarké avec la RATP à l'époque, on a autour de 50% de clients globalement satisfaits du traitement. Donc c'est pas ouf, mais on est à peu près dans les standards de ce que faisait la RATP à l'époque ou d'autres boîtes qui mesuraient cette satisfaction. Donc vraiment, ce qui nous a permis de voir à travers les enquêtes que parfois on faisait trop de gestes. Parfois, le client n'attend pas forcément un geste, il attendait des explications. Donc, on a recentré un peu notre politique de réponse en passant plus de temps à expliquer, etc. et faire un geste si on pensait qu'il fallait faire un geste. Mais ce n'était pas automatique, comme je disais tout à l'heure. Donc ça, c'est un élément qui nous a vraiment permis d'ajuster. Et cette enquête, je vous conseille de le faire en continu. On le fait donc post-réclamation. On laisse passer 3 semaines, 1 mois à peu près. Et on écarte tous les clients qui sont en cours de contentieux dans notre échantillonnage. Voilà. Mesdames, s'il y a un point pour compléter, peut-être. Alors moi, on est à peu près dans les mêmes taux. Je pense que de toute façon, c'est à peu près. On a 52% de clients satisfaits. Mais c'est un beau taux. Là où on est plutôt très satisfait, c'est qu'on a un taux de réponse à cette enquête qui est supérieur au taux de réponse des enquêtes de satisfaction et des baromètres, puisqu'on a 28%. Ça veut dire que c'est très significatif, 28% sur une enquête. Donc ça veut dire que les clients réclamants répondent à l'enquête et s'expriment. Et on leur laisse aussi une question ouverte et qu'on analyse au niveau sémantique pour en tirer de l'amélioration continue. Donc oui, et nous, notre élément majeur, on a 3 critères, mais le critère sur lequel on s'améliore et on s'est mis un objectif, c'est la clarté des informations. C'est ce qui ressort comme étant l'élément qui était au départ le plus bas dans la satisfaction et qui évolue. Et on voit bien que les clients
c'est un élément essentiel sur lequel on travaille. C'est pour ça qu'on travaille sur la qualité, c'est pour ça qu'on améliore tous ces éléments-là. Je vais faire très rapide, mais finalement, on s'en est pas parlé, mais je vous rejoins. On est aussi à des taux de satisfaction alors légèrement inférieurs à 50%, et notre objectif, c'est de dépasser. Donc, c'est notre ambition première et qu'on s'est fixé cette année. Et effectivement, par contre, on est assez fiers d'avoir un taux de répondants, je te rejoins, qui est supérieur à ce qu'on a dans nos enquêtes habituelles. Alors, elles sont par téléphone. Donc, on a plus de 60% des clients réclamants qui nous répondent et qui nous donnent leur perception. Mais effectivement, notre cible, c'est d'en avoir plus d'1 sur 2 qui soit satisfait du traitement. Merci beaucoup à tous les trois. Je sais qu'il y a d'autres questions qui n'ont pas pu être répondues, donc n'hésitez pas à venir sur le devant de la scène ou sur le stand G71. Une fois de plus, bonne journée à tous. Merci de votre écoute et à très bientôt. Merci.